Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Vétois. Jérémy Vétois qui fait partie aussi maintenant de notre club, la Team Trail 17, et qui a participé au mois de novembre dernier, fin octobre, voilà, c'est ça, fin octobre, à la Diagonale des Fous. Et quand il est revenu, forcément avec plein d'images en tête, j'ai pas arrêté de le questionner en long, en large et en travers, et il m'est venu cette petite idée de faire cette interview parce qu'effectivement c'est des déplacements souvent presque même l'objectif d'une vie quand on est ultra trailer. Et je me suis dit comment on s'organise quand on va là-bas pour gérer le coût financier, mais aussi prévoir suffisamment en amont son entraînement. Nous, on a la particularité de s'entraîner en plat pays, hein, on peut dire ça. On a des bosses relativement courtes, hein. La plus grosse fait à peine 50 mètres de dénivelé par chez nous. On va parler un peu de la préparation physique, la présentation de Jérémy, bien sûr, hein. Sa préparation physique, comment il a organisé son voyage, l'arrivée sur place jusqu'au départ, comment on le gère. Est-ce qu'on se met plutôt au point de départ ou au point d'arrivée? Parce que vous le savez que c'est une diagonale, elle porte bien son nom, la Diagonale des Fous. Comment on gère ça, et puis après des petites infos sur la course en elle-même. Voilà, merci Jérémy de te prêter à ce jeu-là. Merci. Et puis on est parti. Tout d'abord, ton nom, ton prénom, ton âge. Donc Jérémy Vétois, 40 ans, papa de 2 enfants. Tu m'avais demandé, oui, au niveau de mon passé sportif, finalement, au niveau de la course à pied, pas si vieux que ça. J'ai commencé une amie, collègue, qui m'a proposé de faire un trail fin 2016, le trail des Beniassout exactement, sur l'île d'Oléron, trail qui n'existe plus d'ailleurs depuis cette année. Quelque chose que j'ai adoré, voilà, en nature. Et en fait je me suis inscrit en club qu'à partir de 2017, et très très rapidement parti sur les trails de montagne début 2018. Donc on est fin 2022, c'est pas si vieux que ça, mais comme quoi quand on aime on ne compte pas, et l'ascension peut être assez rapide. Faut pas brûler les étapes, on va y revenir, mais voilà, comme tout peut se faire quand on a sincèrement envie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aimer sa discipline? Comment es-tu tombé amoureux du trail en fait? Alors en fait, pour tout te dire, j'ai pratiqué énormément de sport depuis tout petit, mais je reviens toujours à l'outdoor. J'ai fait beaucoup de vélo, notamment en club, un petit peu d'athlétisme, piste, mais en général à l'extérieur, Ouais. et du football aussi. J'ai pratiqué du judo, donc sport d'intérieur, du tennis aussi, qui était pas mal en intérieur, mais je reviens toujours sur l'outdoor, et Ouais. surtout sur les grands espaces. J'adore le ski alpin, j'ai fait pas mal de ski de fond aussi, mais voilà, vraiment les grands espaces, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et maintenant, étant papa, ayant 2 enfants, hein, 15 ans et 17 ans, on va dire leurs 10 premières années, j'ai pas mal mis le sport de côté pour m'occuper d'eux. Ouais. Il y avait le travail à côté, etc. Et puis forcément, en ayant fait du sport depuis toujours, j'en suis revenu assez rapidement, j'en avais besoin. Et pour pouvoir caler assez facilement mes périodes de sport entre les enfants, la famille, etc. Et le côté pro aussi. La course à pied m'a permis de pouvoir faire un petit peu ce que je voulais, quand je voulais, etc. On chausse les baskets, on met un short, un t-shirt, et puis feu, quoi, c'est parti. On gère son temps un peu plus facilement. Donc clairement, tout se goupillait bien pour que je rentre dans cette discipline-là, et que j'apprécie particulièrement, voilà, d'aller dans les grands espaces, et surtout en montagne. Voilà. Super. Ouais. Merci pour cette petite présentation. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ta préparation physique, parce que on le sait tous, la diagonale, c'est très exigeant. Certainement l'une des courses ultra la plus exigeante. Je te confirme. Parcours technique, parcours engagé, qui a la particularité, mais pas la moindre, de se faire sans bâton. Chose que moi je kiffe énormément, parce que ça c'est un avis perso, mais je pense que c'est vraiment l'essence même du trail.
Je cautionne bien sûr tous ceux qui utilisent des bâtons, ça ne me pose pas de souci. Mais dans l'essence même du trail, je trouve que cette progression justement sans artifice est vraiment mise en avant sur la Diag et je trouve que c'est top. Bah, c'est d'autant plus satisfaisant, c'est sûr. Et donc ça rend l'épreuve vraiment très difficile. Comment tu t'es préparé habitant la Charente-Maritime avec une bosse de 50 mètres autour de chez toi et de la forêt, alors on court dans le sable. Comment t'as géré cette phase de préparation? Alors justement, qui dit diagonale des fous, dit course extrême, dit expérience. Je vois beaucoup de personnes qui me parlent de faire la diagonale des fous au bout d'un an, 2 ans de pratique de course à pied. Déjà, moi, j'ai atteint la diagonale des fous au bout de 3 ans. Je pense que c'est déjà assez exceptionnel, entre guillemets, dans le sens où, en fait, il faut extrêmement bien se connaître. Il faut avoir forgé son corps pour... en fait être rompu à l'exercice, ni plus ni moins, et c'est pas en s'enquillant des très grosses séances pendant des mois, juste sur une année, qu'on va réussir à forger le corps. Au contraire, on va l'épuiser, on va être épuisé physiquement, on va être épuisé moralement, et quand le corps lâche, il lâche fort, et en général pour pouvoir revenir, et surtout que ça se passe bien, parce que c'est vrai que la diagonale, les barrières horaires sont plutôt larges, donc ça peut se faire sans aucun souci, mais si on veut que ça se passe bien, qu'on l'apprécie à sa juste valeur, parce que c'est vraiment une course exceptionnelle, il faut l'apprécier en tout point, que ce soit ambiance, sportivement parlant, enfin voilà, c'est tout un cheminement dans sa tête et dans son corps. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, et arriver vraiment prêt physiquement, mentalement, et voilà, et apprécier la chose à sa juste valeur. Et je pense que ça peut être une fin en soi, cette course, mais pour moi c'est même l'inverse, parce que je l'ai fait 2 fois, en 2021-2022. Je la ferai pas en 2023, mais j'y retournerai en 2024, et c'est la course de ma vie, comme on dit. Et j'en suis amoureux, et je la referai plusieurs fois, ça c'est certain. Mais je pense l'avoir fait de manière intelligente, le cheminement pour y arriver. Et c'est un travail de longue haleine, en fait. Tu me demandais comment m'être préparé. Comment t'abordes tes 12 dernières semaines, admettons, à peu près Alors c'est vrai que moi je marche énormément au feeling. J'ai pas spécialement de plan d'entraînement, de coach attitré, etc. Je marche beaucoup au feeling. On va dire que j'essaie de faire les choses intelligemment, en me disant, voilà, là je vais mettre une charge de travail, de dénivelé et de récupération, etc., un peu plus intense à tel moment. Et puis aussi faire des week-end shocks, hein, ça c'est de toute façon c'est pas compliqué, il y a que in situ qu'on peut se préparer au mieux, c'est-à-dire aller à la montagne. En Charente-Maritime, c'est sûr que pour aller rejoindre les Alpes, c'est un peu compliqué, hein, c'est 8, 9, 10 heures pour pouvoir y accéder. Les Pyrénées, c'est beaucoup plus simple, hein, le Pays Basque, on y est en 3h30. Les Hautes-Pyrénées, Argelès-Gazost, Saint-Lary-Soulan, c'est du 4h, 4h30. Donc, et là-bas, il y a largement de quoi faire. On peut se faire des montées de plus de 2 heures. On a des pierriers, on a du technique, du moins technique. À côté de ça, en Charente-Maritime, c'est vrai qu'on a le sable. Moi, de 2018 à 2020, le sable, je détestais ça. J'avais aucun rendu, je rendais rien. Mes mollets étaient à chaque fois rincés après une sortie de 15-20 km. Mais au fur et à mesure, on forge le corps. Tout à fait. On se fait violence, hein, ça c'est normal, il faut, de toute façon. Faut aimer ça, hein, sinon on n'y va pas à la diagonale des fous, ça c'est clair. Et tout ce cheminement-là, sans compter ses heures, faire des up and down, des montées, des descentes, des boucles, etc. Casser de la fibre, faire du renfort, du gainage, c'est tout un tas de choses qui fait qu'au fur et à mesure, voilà, on forge le corps à l'exercice. Et après, quand on est déjà prêt dans son corps, je pense que mentalement, on commence à sentir qu'on peut être prêt à le faire. Et puis après, ça se fait gentiment, quoi. En période spécifique, quand tu vas aborder, tu as fait ta petite préparation générale sur 4 semaines, tu vas aborder ta phase spécifique vraiment d'entraînement, tu vas rentrer dans le dur, comme on dit, pendant
les 6 semaines peut-être, et les deux dernières semaines, on va commencer à relâcher progressivement en fonction des sensations qu'on a pour arriver très frais pour la diag. Sur ces 6 semaines-là, combien de fois tu vas t'entraîner par semaine? Est-ce que tu fais que de la course à pied? Est-ce que tu fais aussi du vélo, de la natation peut-être, ou autre chose? Est-ce que tu pratiques de l'entraînement croisé? Alors, je pratique l'entraînement croisé. Alors, j'utilise un peu le vélo, mais surtout le home trainer en fait. Pour mes phases de récupération, on va dire que tout ce qui est charge, ça va vraiment être axé sur la... Faut pas l'oublier. On peut se dire, on part sur de l'ultra trail, la VNMAM ne sert à rien. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens... Je te rejoins complètement. Dans le sens où, voilà, à partir du moment où on gonfle sa VMA, sur les sentiers, on se sent beaucoup plus à l'aise, c'est plus simple, ça déroule. Que ce soit la diagonale ou n'importe quelle course, parce qu'il y a les courses de préparation qui amènent jusqu'à la diagonale. Forcément, le fait d'avoir une VMA un petit peu gonflée ou surgonflée permet de pouvoir enquiller les sentiers de manière fluide, etc. Sur les passages un peu plus plats, on peut courir. Dans les descentes, on progresse plus vite. Exactement. Je l'ai vu avant la Diagonale des Fous là, au mois d'octobre. Il y a eu le Grand Raid des Pyrénées qu'on a notamment fait en grande partie ensemble sur le Tour des Cirques. On a couru tout ce qui était courable. Et on le voit sur le temps final, on a fait un très beau temps, ça a été une très belle course de préparation pour moi, parce que c'était la diagonale qui était la grande finalité, qui était mon objectif de l'année. Et tout ça fait que ça s'est très très bien goupillé. Donc entraînement croisé, le vélo me sert pas nécessairement à faire du volume, c'est plus dans ma récupération, ça me permet de drainer, etc. Donc c'est vrai que in fine, entre la PPG d'un côté, renfort, gainage, la VMA de l'autre, les séances vraiment de pur dénivelé, montée-descente, en cassant de la fibre, etc., plus la sortie longue du dimanche qui souvent est de 3h30, 4h, voire 5h. Faire beaucoup plus, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce qu'après on fatigue vraiment trop son corps. Et en fait, toutes ces séances-là qui sont à peu près tous les 2 jours, en fait, les interséances, je fais du home trainer entre 30, 35, 45 minutes et je le sens tout de suite. Les 5-10 premières minutes, c'est un petit peu dur et puis après ça commence à bien drainer, etc. Chaussettes de récup aussi entre les deux et puis si possible, alors on n'est pas des marathoniens purs et durs, faut qu'on ait un peu de graisse comme on dit pour pouvoir encaisser le froid à 2000-2500 mètres d'altitude. Donc on n'est pas en train de peser au gramme près notre alimentation, mais voilà, quand même alimentation saine, des protéines, hydratation, etc. On évite quand même un maximum le sucre, les graisses saturées et compagnie, et puis forcément ça se passe tout de suite mieux, ça c'est certain. Super. Question, quand on projette d'aller faire la diag, forcément on pense voyage. On va pas y aller à la nage ou en bateau. Donc, il y a 9500 km quand même dans la métropole. On pense avion. Au-delà du coût que cela engendre, quand est-ce que tu réserves tes billets pour être... on n'est pas à Crésus, on a tous des petits budgets, on essaye d'optimiser tout ça. Comment tu gères cette phase? Quand est-ce que tu réserves tes billets? Par quel vol tu passes? Alors moi, pour optimiser, on est parti en 2020 en famille. C'est l'année où je devais faire la Diagonale des Fous justement, qui a été annulée pour cause de Covid, mais on est quand même parti en famille. Et donc j'avais pour le coup mon billet assuré après pour 2021, mais ce que j'ai fait pour être sûr de participer à la Diagonale des Fous et de ne pas passer par le tirage au sort, j'ai pris ce qu'on appelle donc le package, où dedans il y a l'aller-retour au niveau du billet d'avion, compagnie Corsair pour ne pas les nommer, qui a un très bon rapport qualité-prix. Très bien. Pour le coup, ça fait 3 fois qu'on prend Corsair, c'est très très bien. Dans le package que j'ai payé entre 1150 et 1200 €, il y a 3 nuits dans
j'avais pris dans un camping, histoire de minorer au maximum le Donc en fait, prix. quand tu prends le package, ça te permet d'éviter le tirage au sort. Exactement. En fait. D'accord. Comme Ton... ça, tu es sûr d'avoir ta place. Tu as ta place assurée au départ. D'accord. Donc aller-retour, billet d'avion, la place à la Diagonale des Fous, l'assurance annulation voyage auprès de la compagnie, et puis 3 nuits. J'avais pris dans un camping, parce que forcément, si tu prends un hôtel 5 étoiles, tu vas l'avoir pour 2000 € par personne. Ouais. Si tu prends un petit camping où il y a 18 dortoirs dedans, là, ça va te coûter beaucoup moins cher. Sachant que ces 3 nuits-là, on a pris un Airbnb à côté pour pouvoir partir 15 jours en famille. Donc du coup, les 3 nuits, en fait, on les a pas faites. Mais dans le billet total me concernant, qui m'a coûté dans les 1200, ça coûtait 3 fois rien, la partie vraiment nuitée, les 3 nuits. Mais le package, j'ai constitué tel quel. D'accord. Et après, tu prends donc un billet pour ta compagne. Exactement. Donc ce que je fais, c'est que voilà, en ayant pris le package, je sais quel avion je prends, horaire de départ, horaire de retour, etc. Et puis après, directement sur le site Corsair pour lui prendre sa place à elle. Et après, on appelle Corsair pour leur demander qu'on puisse se mettre l'un côté de l'autre. Et là, on optimise énormément le billet plutôt que de prendre un package avec dedans toute la famille. Ouais, d'accord. Sinon, il y en a pour beaucoup plus cher. Voilà. D'accord, ok, super. Quand tu arrives sur place, tu descends de l'avion. Voilà. Donc là, tu atterris où, toi? Alors, tu fais le choix d'arriver près de la ligne de départ ou près de la ligne d'arrivée? Alors, ligne d'arrivée. On a sympathisé avec des habitants en 2000. Enfin, j'ai sympathisé avec des habitants en 2021 quand j'y suis allé tout seul. Et pour le coup, là, en 2022, on a été invité chez eux, etc. Ils ne voulaient pas qu'on loue ni quoi que ce soit, donc on a été, eux habitent à Saint-Denis, et je pense que c'est un bon deal que d'être proche de l'arrivée, tout simplement parce que quand on atterrit, on arrive à l'aéroport à Saint-Denis de la Réunion, à l'aéroport Roland-Garros, déjà en général j'essaie d'arriver le dimanche matin, donc c'est 5 jours avant la course. D'accord. Il y a le petit pot d'arrivée avec les danseuses, etc. Enfin, c'est hyper sympa, l'organisation est vraiment au petit soin. Et puis pour le coup, tu as tes valises, tu prends la voiture de location que tu as prise, et puis tu te retrouves tout de suite derrière, soit chez l'habitant, soit dans une location. Okay. Et notamment pour la partie arrivée, rendu à 165 km après plus de 30 heures, 40 heures, voire 66 heures, sincèrement, quand l'arrivée est juste à côté, c'est quand même confort. Tu peux vite aller te doucher, aller te coucher, etc. Et après, il y a toutes les festivités du dimanche après-midi avec les remises de podium et compagnie. Le fait d'être juste à côté, c'est quand même nettement mieux parce que sinon, tu es rendu à plus de 80 km à Saint-Pierre. Et clairement, quand la course est terminée, toutes les festivités sont au niveau de l'arrivée et plus du tout au niveau du départ. Après, c'est très bien desservi. Il y a ce qu'on appelle les cars jaunes, qui permettent d'aller directement de Saint-Denis à Saint-Pierre sur la ligne de départ, et il y a également plusieurs bus qui sont affrétés pour pouvoir passer par les points névralgiques de l'île sur tout l'ouest et rejoindre le point de départ. Donc rejoindre le point de départ, c'est franchement pas un problème. Ça se fait vraiment très bien. Donc tu loges à l'arrivée, et forcément en préambule de la course, il faut aller chercher le dossard. Tout à fait. Ouais. Le précieux, comme on dit, le tant attendu. Exactement. Donc, ça se passe la veille de la course. Donc la course est toujours le jeudi soir. Le départ est à 20h, enfin 22h. Et maintenant, depuis 3 ans, depuis 2 ans, c'est des départs par vague. Donc c'est plus de 2500 personnes qui partent d'un seul coup. Je pense que maintenant, ça fait quand même plutôt l'unanimité. 5 vagues de 500 personnes chacune. Alors c'est la cote ITRA. Des fois, il y a des personnes pas forcément bien placées dans les bonnes vagues, on pourrait en rediscuter, mais 21h, vague élite et vague 1, 21h10, vague 2, 21h20, 30, 40, 50, donc comme ça il y a 5 vagues, et ça permet que chacun ait son propre départ. Ludovic Collet, la voix du trail, sait faire monter la mayonnaise pour chacun, il y a les petits flambeaux, etc. Chacun a droit à son départ, et le fait d'être par vague de 500, on est quasiment tous tout à l'avant du peloton, et puis il y a les caméras, il y a Canal+, Réunion la première, c'est quelque chose de phénoménal, faut le vivre. On reparlera de ce départ tout à l'heure. Donc toi tu prends ta voiture de loc.
Et tu Exactement. vas chercher ton dossard Voilà. la veille de la course. La veille de la course, le mercredi. Il y a de l'attente, comment ça se passe? Alors, il peut y avoir énormément d'attentes. Sincèrement, je suis plutôt un lève-tôt. Bon, faut savoir qu'à La Réunion, à 5 h du matin, il fait jour. Et du coup, tu mets combien de temps avec ta voiture pour y aller? De Saint-Denis à Ouais. Saint-Pierre, faut Grosso compter modo, une cinquantaine de minutes. ouais, à peu près. d'accord, une petite heure, quoi. Voilà, T'es sur place. exactement. Bon, forcément, le fait de l'avoir fait 2 fois, maintenant, je sais un Ouais. peu mieux où me placer, etc. Ouais. Et puis, j'y vais dès l'ouverture. Hein. D'accord, 7 ok. h, 7 h 30. Il y a déjà bien une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. D'accord, ok. C'est à la fois rapide, mais si tu arrives à 9 ou 10 heures, tu vas te taper 3 heures, 3 h 30 d'attente. On présente notre matériel obligatoire. Oui, exactement. D'accord. Présentation du matériel obligatoire. Si possible, amener ça dans une petite poche ou dedans, ben, on met tout. Ouais. Tout Et puis au fur et à matériel mesure, ils obligatoire. listent et tu montres ce Exactement. que tu as. C'est ça. Ok. Et puis après, il y a La pièce d'identité, la j'imagine pièce aussi. d'identité, la convocation avec le numéro de dossard, etc. Et puis après, ben, une fois que le package est vérifié et validé, hop, on nous fait aller en fait de petite guitoune à petite guitoune pour aller récupérer le dossard, les t-shirts comme j'ai là, le Super. Le t-shirt de course, on reviendra dessus tout à l'heure, qui est très important. Il y a un t-shirt de course et un débardeur. Ok. Voilà. Et Qui a la même tête que celui-là, en fait. ouais, exactement, Ok. tout à fait. Bon, Ok. là c'est l'édition 30 ans, donc Ouais. le logo est un petit peu amélioré. D'accord. Et puis après, on passe de partenaire en partenaire, on a des petits goodies, etc. Oui, on passe vite 1 heure hein, D'accord, ok. au niveau du stand de récupération des Les dossards. dossards. Mais c'est hyper sympa. Et puis pareil, les tam-tams, ambiance, c'est Il y exceptionnel. a un petit salon du trail, non, comme on trouve des fois sur certaines épreuves, comme au Grand Raid des Pyrénées, par exemple, ou à l'UTMB aussi, pour citer. Alors il y a Pour quelques citer ces grands monuments. il y a quelques stands, c'est plutôt bon enfant. On va dire on est plus sur ce qu'on peut retrouver sur le Grand Raid Ouais. des Pyrénées. C'est beaucoup plus familial, associatif, ok, etc. ouais, très bien. J'ai pas pratiqué l'UTMB, mais forcément, Ouais, on c'est- en a parlé, j'ai vu des images, etc. Ouais. C'est pas là où les marques arrivent pour pouvoir présenter la dernière Ok, montre, d'accord, ouais. le dernier sac d'hydratation, etc. Pas du tout. C'est pas du tout professionnalisé comme l'UTMB, et c'est aussi ce qui fait clairement le charme Ouais, de bien cette sûr. course. Hein. Je pense que cette Tout à fait. authenticité-là, c'est quelque chose qu'il faut Préservé. préserver. Et a priori, la nouvelle présidence qui a changé l'année dernière est plutôt dans cette mouvance-là, Ok, donc super. c'est bien, faut que ça reste comme ça. Ouais. Ok. On retire le dossard, on fait le tour des petits stands, on reprend la voiture, on rentre à la maison. Exactement. On fait son petit sac de course, On comme on commence a à l'habitude. rentrer dans sa bulle, clairement. La pression monte. Et le lendemain, donc, redéplacement vers le lieu de départ. Exactement. Ouais. Donc, on prévoit toujours 1 heure ou on se dit il va y avoir un petit peu de bouchon. Et, Alors, j'ai pas connu l'ancienne mouture où il y avait les 2500 personnes qui partaient tous en même temps, où là, clairement, il fallait arriver 7-8 heures avant, hein, de ce qu'on Ouais, avait dit. d'accord. Très compliqué. Maintenant, clairement, on peut arriver 1 h 30 avant la course. D'accord. On a un petit gueuleton. On peut se placer, hop, vague 1, vague 2, D'accord. vague 3. T'étais quelle vague, toi, cette année? Moi, j'étais vague 2. Par D'accord, rapport à vague ma 2, ok. petite rat. J'étais limite de vague 1, mais Ouais. en tête de vague 2, et pour rien te cacher, ça me convient très bien. Parce Ça que évite peut-être les départs trop rapides aussi. ça peut éviter des départs trop rapides, et puis bah, clairement, quand on est vague 2, on a forcément 500 personnes devant nous. Alors, pas forcément en termes de temps, parce que quand on démarre à 21h10, moi, mon temps, il démarre vraiment à 21h10. Tous ceux qui sont devant, leur chrono a démarré à 21h. Oui, Mais d'accord. ce qu'il y a, c'est comme il y a 500 personnes devant, Ouais. et je me connais un peu sur les ultras. En général, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça se Ouais. passe. Plus c'est long et mieux je me sens physiquement. Donc, au fur et à mesure, on double, et puis ça, forcément, pour la tête, Ouais, ça fait du bien. plus on double, mieux c'est. Hein. C'est un cercle Donc, vertueux. tu conseillerais d'arriver de 1h30 avant son Ouais. départ. C'est pas mal, ouais. Et après, tu prends ton temps de trajet, qui finalement, il n'y a pas besoin de gonfler plus que ça. Tu peux rajouter 10 minutes, un quart d'heure, histoire d'avoir. Moi, je suis parti à 21h10, clairement. Parti de la maison, il était 17h30. Hein. D'accord, ok. Donc,
Après, oui, bien évidemment, pas partir juste Oui, une heure oui, avant oui. ici, parce que en approchant Saint-Pierre-d'Oléron, déjà Saint-Pierre de la Réunion, pardon, Ouais, c'est une île déjà qui est assez fortement embouteillée, ouais, encore plus le jour où il y a le Grand bien Raid. sûr. L'île clairement s'arrête De vivre pour pour le Grand Raid. le Grand Raid Ouais, de la Réunion. C'est ouais, véridique, hein, ouais. faut vraiment le voir. Donc il y a des bouchons énormes à l'approche de Saint-Pierre. Il faut quand même prévoir un petit Ok, peu, super. pas arriver trop tard non plus. Ouais. Le jour de la course, t'arrives, ça y est, t'as garé la voiture. Tu rentres dans un sas, me semble-t-il, juste avant le départ. Alors en fait, C'est obligatoire quand tu arrives, alors l'année dernière ils contrôlaient les passes sanitaires, etc. Pas Ouais, cette année. Ils contrôlent. mon Dieu, merci. Exactement. Ils contrôlent, bon, ils regardent si tu as bien ton sac, ton Ouais, dossard. ouais, Tu donnes tes sacs de délestage. Parce ok. que sur la diagonale des Fous, il y a deux Deux bases bases de vie. vie, ouais. Une au 73e kilomètre à Sillaos et un au 122e kilomètre qui est à Deux Bras. Ok, super. Étant donné qu'on passe par le mur de Dodane sur la dernière partie, on passe plus par le On en Maïdo. reparlera juste après, ouais, tu vas nous raconter tout ça. depuis qu'il y a eu un incendie au Maïdo. Et on donne les deux sacs de base vie qui partent chacun dans un camion. D'accord. Et puis bah, clairement, après, on commence à se rapprocher. Ces tout sacs de doucement, base vie, ils te sont donnés lors de la remise des dossards au ou c'est moment toi de la remise des Ok, dossards. super. Ouais, exactement. Donc c'est des sacs qui sont prévus par l'organisation. C'est ça, ouais. On n'a pas besoin d'en emporter. Non, non, du tout. Ok, Du tout. super. Puis de toute façon, si tu emportais tes propres sacs, ils les accepteraient Ouais, ils pas. les accepteraient. Parce que les sacs sont dimensionnés Oui, d'une d'une certaine certaine manière. taille avec. Il y a un code barre à coller dessus pour Sillaos, un code barre pour Deux Bras. Enfin, il y a. T'imagines, là on était presque 2800 pour le 30e anniversaire. Chacun a deux sacs, voire Ouais. même un troisième, parce Ouais. que le troisième c'est aussi celui de l'arrivée. Moi personnellement j'en avais pas pris, mais t'en as un troisième. Enfin presque 3000 personnes Ouais, multipliées c'est par énorme. 3 sacs, ça fait 9000 sacs Ouais, c'est ça. à gérer. Là faut laisser gérer l'organe, Ouais, elle est ouais. rompue à l'exercice, ça Très se bien. passe très bien. Ok, super. Donc tu donnes tes sacs de délestage, tu rentres dans ton sas Exactement. et là tu attends ton départ. Tu attends, exactement, ouais. Donc s'il fait un temps pourri, s'il pleut, Et ben si, bah, là faut prévoir ce qu'il faut quoi. s'il pleut, t'essayes. Il n'y a pas moyen de sortir du sas pour aller se mettre à l'abri quoi. Non, enfin, tu peux sortir du sas, mais le problème c'est que si tout le monde le fait, c'est vite la débandade. Après, ce qu'il y a, c'est que on t'a demandé de venir avec un matériel obligatoire, Ouais, ouais. un package. Ouais. Normalement, Ah, tu t'en sers. tu as ta veste de pluie, tu as tout Ouais. ce qu'il faut. Et puis clairement, après, il faut se le dire, je le vois de temps en temps sur certains ultras, quelques personnes qui chouinent dans le sens où on n'est pas bien installé, où il fait un Ouais. peu froid, etc. Là, c'est la diagonale des Fous, tu pars à la guerre, clairement. Ouais. Donc, si la demi-heure d'attente il Oui, fait un petit te peu pose froid, ça te souci. mouille un petit peu Ouais. ou autre, dis-toi que ce que tu vis là, c'est à rien du tout. Et, Faut en être conscient. Donc du coup, par contre, tu peux t'asseoir. Oui, bien voilà, sûr. Il y en a beaucoup qui viennent avec des cartons pour pouvoir s'asseoir Ah ouais, voilà, d'accord, sur le ok. sol, etc. Ouais, Un peu comme ceux pour les marathons, Ouais. qui récupèrent les chasubles, etc. Ouais. Ou ok. de l'année d'avant, Ouais, qui ouais. finalement vont laisser Ouais. derrière. Il y en a qui le font. Ok. Tu peux mettre quelque chose sur toi, histoire un petit coupe-vent, etc. que tu laisseras à l'organisation de récupère après. C'est pas un problème. Et enfin, donc tu es dans ce sas de départ là. Ouais. Tu as les jambes qui commencent à trembler, l'émotion qui commence à monter, la première vague qui part devant. Exactement. Donc comme tu nous disais tout à l'heure, l'une des plus grandes voies du trail, hein, Ouais. que tous ceux qui ont eu la chance de faire une course et un départ sous ses ordres, entre guillemets, sous ses commentaires, te fait monter la sauce comme jamais. Ah, j'avoue, quand ils nous font approcher au moment de la ligne de départ, et alors moi c'est une course pas très vieux dans la discipline, mais en même temps c'est une course que je rêve depuis tout petit. L'hymne officiel qui se met en route, il reste plus qu'une minute. Voilà, Ludo Collet sait faire monter la mayonnaise. Ouais, t'as une petite larme qui monte quand même. C'est Là clair. tu te dis ça y est, j'y suis. Le dénouement de temps d'investissement. Ouais, exactement, le dénouement. Et à la fois, tu as une énorme envie.
En même temps, tu as de l'appréhension parce que c'est C'est ça qui fait un la sacré beauté de truc, c'est un l'ultra, ouais, sacré truc qui carrément. t'attend derrière. Et mais faut savourer le truc à sa juste valeur. Et moi, je le vois comme ça, c'est que de toute façon, je me mets pas plus de pression que ça. La course se passera comme elle se passera. Si tu es bien préparé physiquement et mentalement, il n'y a pas de raison que ça se passe spécialement mal. Des coups de moins bien, ça, tu en auras. Tu en auras plusieurs. Des gros moments de solitude où ton corps te hurlera de t'arrêter parce que t'en peux plus, t'es hyper fatigué. Ça, t'en auras plusieurs aussi. Mais à partir du moment où t'en es conscient et que tu kiffes l'instant, comme on dit, et que t'es heureux d'être là, ça se passe forcément bien. Et puis, je parle même pas de la ligne d'arrivée où derrière tous les moments difficiles, je vais pas dire c'est oublié, mais presque. Il y a, quand on est dans ça, c'est les premiers kilomètres, c'est l'une des seules courses où on t'oblige à courir avec le t-shirt qu'on t'a fourni tout à l'heure, enfin qu'on t'a fourni au moment du retrait des dossards. Bah, en fait, on est tous habillés comme ça. Et là, c'est même pas se dire oh ben non, je vais pas le mettre, je vais prendre un autre t-shirt. Non, t'es mis hors course sinon. Ouais, voilà. C'est une obligation. Donc c'est soit ça, soit le débardeur. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Alors on va dire les élites, les pros souvent prennent du XL. Ouais. Parce qu'ils mettent tout simplement au-dessus de leur propre équipement parce que ils sont sponsorisés, etc. Donc rapidement, c'est les sponsors qui reprennent leurs propres sponsors qui prennent la relève. Mais c'est au-dessus de leur sac d'hydratation, etc. Comme ça, passer les 10 premiers kilomètres, voire le 15e au premier ravitaillement à Domaine Vidotte, ils enlèvent ça, c'est l'assistance qui récupère, voire même ils les mettent sur les côtés, et puis feu, après c'est parti. Donc obligation de l'avoir jusqu'au premier ravitaillement, et après du dernier ravitaillement jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut le... Parce qu'effectivement, ce qui est quand même un comble, entre guillemets, mais ce que je trouve génial aussi, hein, ils ont leur identité, et c'est bien qu'ils le gardent, c'est que on dit tu pars jamais avec des chaussures neuves, tu pars jamais avec des chaussettes neuves, jamais avec des textiles que tu n'as pas mis. Et là, le jour du plus gros trail peut-être de ta vie, on te dit ton t-shirt de départ c'est celui-là. Donc des fois en peu de temps, en 15 bornes ou 20 bornes, on peut choper des irritations. On est d'accord. Alors moi justement, il y en a qui peuvent se faire avoir. Alors justement, l'expérience parle aussi. Moi, je sais que je suis assez sensible au niveau du torse, etc. Je porte toujours des lycras. Ça se passe très bien. J'ai aucun échauffement avec les lycras. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai un lycra sous le t-shirt. Okay. Et puis, le t-shirt, après, je l'enlève. Arrivé au 15e kilomètre, hop, il est dans le sac. Et je le ressors que 140 km plus loin. Bon, après, il a l'odeur qu'il a au bout de 140 km à avoir macéré dans le sac. Mais je vais te dire... Quand on a vécu toute la course qu'on a vécue avant, l'odeur, c'est pas... Parce que la particularité, c'est qu'on est obligé de le mettre au départ, mais tu es obligé d'arriver avec aussi. Exactement, donc, tout à fait. C'est ce qui a fait un peu polémique là à l'arrivée cette année, quand Ben Diman, le troisième, l'américain, est arrivé. Il est passé un peu entre les mailles du filet. Personne s'en est aperçu, mais il est arrivé sans son maillot, donc ça a fait un petit peu de grabuge, etc. On parlait, est-ce qu'on le met hors course ou autre, mais il a fait une course tellement exceptionnelle, en plus le seul dans les 10 premiers sans aucune assistance, aucune. Le mettre hors course après une course de 24 heures, c'est pas possible. Et l'orga l'a bien dit, non, même pas en rêve, on fait ça. Et puis c'était aux bénévoles aussi de faire attention avant qu'ils repartent au dernier ravitaillement au Colorado, de lui faire mettre le t-shirt. C'est leur rôle aussi. On est tellement dans un état à la fois de grâce et de fatigue avancée que le t-shirt, franchement, ça aurait été très malvenu, je pense. Ok, donc le t-shirt, on l'a les 15 premiers kilomètres, on le met dans le sac, on le ressort au ravitaillement du Colorado, juste avant d'arriver à la redoute. À 5 km et demi, alors pas loin, mais en même temps c'est presque une heure. Oui, c'est ça. Parce que la dernière descente elle fait mal. Avant de rentrer dans le détail et le parcours complet de ta course, le départ, ça doit être grandiose, il y a du public qui paraît partout. C'est du jamais vu. Comment tu gères cette phase de départ pour pas t'enflammer et pas partir à 12 à l'heure, même si pour toi 12 c'est pas super rapide. Non. Mais c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est comment on gère ça pour pas trop s'enflammer.
et pas se faire enfermer non plus dans sa vague et tenter de bien se placer et bien gérer ça sans se faire déborder par l'émotion. Alors moi je suis parti du principe où voilà, quand j'étais en vague 2, je me suis placé à l'avant de la deuxième vague. Bon, comme c'était ma deuxième diagonale après l'année dernière, je savais en plus exactement où s'ouvraient les portes entre le parc de la vague 2 vers le parc de la vague 1, parce qu'en fait quand une vague s'en va, hop, ils ouvrent la porte et ils font passer sur le sas d'avant, ainsi de suite. Ouais. Et donc je savais me placer, donc je me suis retrouvé tout de suite tout devant, justement pour pouvoir apprécier à sa juste valeur voilà, les flambeaux et compagnie, et puis le fait de pouvoir partir plutôt facilement devant. Forcément, il y a des fous, hein. Même en vague 5, les mecs vont partir à 18 km/h. Bon, après, ils feront la course qu'ils feront. Ouais. Mais ça permet de partir plutôt bien comme il faut, de se placer sur un côté. Et puis là, je t'avoue, c'est peut-être dans 300-400 mains que j'ai tapé sur les 4 km de bord de mer. Où il y a du monde pendant 4 bornes. Il y a du monde pendant 4 bornes, ça hurle, c'est les tam-tams, les télévisions, il y a des couleurs de partout, des fumigènes, c'est phénoménal, c'est inexplicable, franchement, faut le vivre pour comprendre. C'est aussi en grande partie pour ça que je voulais que ma femme soit là cette année pour qu'elle puisse vivre ça. Pour te dire, je savais exactement où elle était postée. À 4 km et demi, et ben ça n'a pas été évident de la repérer dans cette foule. C'est hallucinant. Et puis tu te retrouves, tu passes la 4 voies à la sortie de Saint-Pierre, tu es à 4 km et demi à peu près, et là, poum, tu te retrouves dans les champs de Cannes, il n'y a plus personne, plus un bruit, nuit noire, et ouais, le contraste est assez saisissant, mais rapidement tu retrouves du monde à Domaine Vidot et après à Notre-Dame-de-la-Paix. Je pensais même du côté de parking Netbeu par exemple. T'es à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est 3h du matin. Il fait -2, -3 degrés. T'es gelé, donc tu mets ton équipement, etc. parce que t'as froid. Et ben t'as des gens, ils sont là avec leur couverture, leur tam-tam, avec les haut-parleurs, etc. Et ça chante, ça danse, il y a des pom-pom girls, etc. improvisés sur le bord de la route. Et t'es en plein milieu d'un champ de Cannes, t'es à 2200 mètres d'altitude, et les gens, ils chantent. C'est fou. Après ton départ, donc tu dis tu tapes 4 km et demi dans randonnée. J'ai essayé de ne pas partir trop vite, mais heureux, content, tape dans les mains. Je voyais que j'étais en 4,20, 4,25. Je dis ralentis un peu, je me remettais en 4,30, 4,35. Bon, normalement, tu as quand même fait du jus. Oui. Les 15 jours qui précèdent, voilà, tu as fait du jus, donc voilà, c'est pas une allure qui est non plus trop rapide. Mais de toute façon, on va dire que la pente commence à arriver assez rapidement, donc de toute façon du calme parce que la route est longue. Hein. Et le premier single, on le rencontre à peu près vers quel kilomètre Alors vraiment single, en fait c'est large, les 15 premiers kilomètres, ça permet vraiment de bien étirer le peloton. Faut pas se focaliser là-dessus en se disant oh là je vais tomber dans un bouchon. D'autant plus qu'on part plus à 2500 d'un seul coup, c'est par vague de 500, donc en fait tu te retrouves vraiment dans les premiers singles après Domaine Vidot, donc quand tu es à peu près au 16e kilomètre. Là par contre ça se restreint quand même assez rapidement, donc je peux comprendre qu'éventuellement dans les vagues 4-5, comme il y a eu quand même beaucoup de monde et que en fin de vague précédente, il y en a beaucoup qui vont aussi nettement moins vite, qui fait que ça peut quand même un petit peu bouchonner, mais on voit plus ce qu'on a vu les années d'avant où tu pouvais te taper très rapidement 2 heures, 3 heures de queue après Domaine Vidot, voir des gens qui sont mis hors course hors délai au bout de 16 bornes, alors que c'est pas de ton fait. Sincèrement, c'était dur à... Je pense que ça doit être dur à encaisser. Sans parler de la course dans son intégralité, parce que forcément il y a 165 km et on y passerait des jours, parce que en plus j'ai plein de questions. Mais quelles sont les principales sections pour toi à retenir et à dire peut-être à la personne qui a l'intention de faire la diag ou à refaire la diag pour se remémorer moi, je fais attention entre tel passage et tel passage. Je fais attention à telle descente. Cette montée est super dure. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, comme point
Je dirais, sensible. on peut le segmenter quasiment en 3, hein, Ouais. en fonction des bases vie. Ouais. Du kilomètre 0 au kilomètre alors 66, c'était l'année dernière, et Ouais. là cette année c'était 73 parce qu'ils avaient un petit peu agrémenté, ils ont un peu agrémenté pour le 30e anniversaire, ils ont rajouté 6-7 bornes et presque 1000 mètres de dénivelé en plus. Jusqu'à Sillaos, en fait, tu vas te retrouver au kilomètre 70 avec 4000 mètres de dénivelé. Donc pour beaucoup, ça peut représenter une course à part entière. Mais finalement, jusqu'à Sillaos, la course, elle n'a pas vraiment démarré. D'accord. Donc Ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. voilà, finalement. pour moi, Arriver frais à Sillaos, quoi. pour moi, voilà, exactement. On va dire que je commence à enquiller un peu plus à Koto-Kervegen pour faire la belle grosse descente, soit de Kervegen, soit du bloc, en fonction du passage, pour descendre à Sillaos. Là, clairement, à Sillaos, prendre une belle pause. S'il faut une douche, moi j'ai pris 2 fois une douche, hein. D'accord. Une l'année dernière et une cette année. Tu repars quasiment comme neuf. La douche parce que t'es sale ou Tu repars un peu à neuf en fait, Ouais. et puis tu as passé la nuit, tu as eu froid, tu as beaucoup transpiré. c'est bien organisé pour prendre la douche assez rapidement Oui. sans perdre Alors elle est très forcément- froide. Ouais. Sur l'instant, c'est pas forcément hyper agréable, mais quand tu vois la fournaise dans laquelle tu rentres derrière pour descendre en dessous de Sillaos à Cascade Bras Rouge, pour ensuite monter le Taibit où tu as 1300 mètres de dénivelé positif, où là clairement tu crames, hein, et il fait 40 degrés. La douche finalement, t'aimerais presque faire demi-tour pour aller en Ouais, prendre une. d'accord. Ouais. Elle est hyper appréciable. Alors, c'est pas du tout une obligation, mais je sais que les 30 minutes que je prends, 35 minutes que je prends à la base vie, dont une grosse quinzaine, voire une vingtaine, dédiées plus à la douche, le temps de se déshabiller, Ouais, prendre la bien douche, sûr. se rhabiller, c'est pas vraiment du temps de perdu en fait. Après, tout dépend, voilà. Les douches, elles sont en extérieur, j'imagine? Non, c'est à Sillaos, c'est le stade municipal. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc Donc c'est tout des le monde peut se vestiaires, mettre sur l'herbe, etc. ouais. Et t'as des vestiaires, Ok, d'accord. filles d'un côté, garçons de l'autre. Et on est quand même nombreux Ok, à profiter de cette douche. à profiter de la douche, hein. Après, ça dépend quel lièvre tu cours, hein. Ouais, Tu peux bien te dire, sûr. c'est du temps de perdu, etc. Mais on parle de plus de 30 heures de course, Ouais. 40 heures, 50 heures de course. Ouais, Sincèrement, 15 minutes pour une douche, ouais. je pense qu'elle C'est peut pas se du prendre. temps de perdu. Ouais, non, c'est pas du temps de perdu. Les ravitaillements, ce n'est jamais du temps de perdu. Cette grande descente à Sillaos, elle est comment? Elle est ultra technique, Elle est très technique. Sincèrement, de par le si je fait dois qu'elle donner un est, conseil, qu'elle est pas large ou de par le fait qu'il y a du caillou, il y a de la du racine, caillou, il y a de la racine, Il y a tout ce qu'il faut. il y a tout ce qu'il faut. Sincèrement, beaucoup de pente? de la pente. Le bloc, la descente du bloc est un peu moins difficile que la descente du Koto-Kervegen qui elle était l'année dernière. Ouais. Il y a des petites échelles, ça peut glisser, et puis c'est surtout qu'il ne faut pas se rater parce que tu as une sacrée pente, hein. C'est une île volcanique, l'île de la Réunion, c'est hyper acéré, tu tombes, tu peux tomber de plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, voire tu peux te faire très mal contre les pierres parce que c'est de la lame de rasoir, hein. Ouais. De toute façon, tu le vois à l'état de tes voitures. Ouais. Tes chaussures? Je pensais de tes chaussures, Ouais. je pensais aux voitures et aux pneumatiques. Faut se dire, ta paire de chaussures, si elle est quasi neuve au début, Ouais. elle n'est plus du tout au bout de 160 bornes, Ouais, hein. c'est ça. Ça dépend de ce que tu as comme semelle, mais enfin moi l'année dernière j'en ai passé une paire poubelle, hein. Ouais. Elles avaient 140 km Elles et étaient poubelle mortes. directement, hein. Ouais, c'est hyper abrasif. Tu fais cette descente, tu arrives à Sillaos, donc tu vas remonter. Donc bien gainé, en souplesse, du renfort, ça c'est, ça c'est, je sais que beaucoup le négligent, mais clairement faut arriver prêt, hein. Faut que les quadris soient prêts parce Ouais, c'est que arriver à Sillaos, t'es au 70e kilomètre, tes quadris clairement ils commencent déjà à fumer À bien siffler. et la course n'a pas commencé. Ouais. Donc tu prends ta petite douche, tu repars et là tu rattaques la montée. Alors tu rattaques pas une montée en fait, on te fait bien descendre à Cascade Bras Rouge. D'accord, ok. Pour ensuite monter le Taibit, sauf que le Taibit, en fait,
tu ne l'as pas directement, tu as tout un chemin d'approche entre Cascade Bras Rouge et le début du sentier Tailbit qui fait entre 4 et 500 mètres de dénivelé positif en plein cagnard où il n'y a pas un coin d'ombre. Et après, tu attaques le sentier du Tailbit qui lui fait à peu près entre 700 et 800 mètres de dénivelé. Donc en fait, tu tapes 1300 mètres de dénivelé positif sous forte chaleur parce que souvent, tu es en pleine matinée. Hein. Ouais, okay. Et en pleine matinée, il fait jour déjà depuis plus de 6 heures. Hein, cette montée du Tailbit, c'est des marches, c'est un sentier qui se fait plutôt bien si tu es en canne. Le Tailbit, personnellement, c'est mythique. Moi, je trouve pas que ce soit le plus compliqué. C'est là où tu prends la tisane ascenseur? Exactement, tu as la tisane ascenseur. Alors ça, franchement, c'est les 2 minutes que prennent cette tisane-là. Franchement, il faut s'arrêter, il faut la boire, c'est génial. Il y a toute une ambiance. Alors, on ne connaît pas les ingrédients exacts, mais a priori, ça permet de bien grimper. Bon, rien d'illicite, a priori. Hein. Ça se saurait sinon, je pense. Ouais. Et après, la tisane ascenseur, on l'a à la fin du premier tiers de la montée du Tailbit. Après, la deuxième partie se fait quand même plutôt bien parce que on commence à être en hauteur. Donc forcément, il fait un petit peu moins chaud en arrivant un peu plus en altitude et il y a beaucoup de coins d'ombre. Et donc, arrivé en haut du Tailbit, on vient de se taper 1300 mètres de dénivelé positif. On commence à en avoir pas mal plein les bottes et puis on est à la moitié de la course. Ok. Ravito en haut du Tailbit? Non, rien du tout. Le ravito, il est en bas à Marla. Il faut descendre d'environ 450-500 mètres. Okay. Une belle descente technique également, sauf que là, on tombe. Alors tout dépend s'il y a du brouillard ou pas, mais là, comme je le dis dans mes comptes rendus, on rentre à la fois au paradis, mais aussi en enfer. Parce que quand tu rentres dans Mafat, il n'y a pas de voiture. Faut oublier, je me fais élitreiller ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu sois sur ton lit de mort, limite, pour qu'on vienne te chercher. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'abandon à Sillaos. Parce que quand tu décides de rentrer dans Mafat, tu te débrouilles pour ressortir de Mafat. Et quand tu dis rentrer dans Mafat, c'est comment alors? Comment tu rentres dans Mafat? C'est donc par le Tailbit. Et après tu descends à Marla où là tu es clairement au cœur de Mafat. C'est somptueux, c'est Jurassic Park, c'est beaucoup de végétation, c'est ça? Ouais, c'est très peu de construction. C'est luxuriant, il n'y a que quelques petites maisons, t'as quelques villes, mais ils sont ultra autonomes. En fait, ils peuvent être ravitaillés que par hélicoptère. Ou à pied. Ouais. Mais pour y accéder, de toute façon, c'est minimum 1h30, 2h, 3h de marche. Pour pouvoir ramener des denrées, etc. Et puis t'as pas beaucoup de villes. De toute façon, c'est que des petits villages. On appelle ça des îlettes. Souvent, c'est en haut d'une petite montée. Tu as un petit replat. Donc, tu as les îlettes des Orangers, îlettes des Lataniers. Tu as Grand Place, les Bas, Grand Place, les Hauts, la Nouvelle, Marla, Debras. C'est Rocheplate aussi, mythique. Rocheplate, ça on y passe au 110e, 115e kilomètre à Rocheplate, après une montée monumentale, la Roche-Ancrée. T'es à Mafat, t'as le ravitaillement? Alors t'as le ravitaillement à Marla. Qui est en pleine descente en dessous du Tailbit. Tu passes pas à la Nouvelle. Tu ressors assez rapidement en fait de Mafat en remontant le col des Bœufs. Le col des Bœufs, c'est un passage en fait entre le cirque de Salazie et le cirque de Mafat. Donc tu repasses côté Salazie où très souvent il y a beaucoup de brouillard, il fait froid et beaucoup de pluie aussi. C'est ce que j'ai vécu cette année là avant. Il fait encore jour? Dans tes temps de passage? Alors moi dans mes temps de passage... Juste pour... on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais toi, cette année, tu as terminé en... 35 heures. En 35h40. 35h40, tu termines... 116e. 116e au général. Donc voilà, ça commence déjà à causer sur la gagne. Il y en a beaucoup qui en rêvent. Même si c'est un autre peut-être objectif que d'être finisher, mais ça change en rien l'exploit. Donc à ce moment-là, il fait jour pour toi? À la sortie col des Bœufs, oui, il fait jour. Alors là, cette année,
il faisait presque nuit parce qu'en fait il y avait une énorme chape de plomb avant le taille beat où il faisait très très chaud, et pour le coup beaucoup de brouillard dans la descente du col des Bœufs avant de rejoindre Sentier Scout. Donc là il était aux alentours de 15h30 à peu près. Mais voilà, comme il faisait beaucoup de brouillard, il faisait relativement sombre, il pleuvait beaucoup. Et puis il faisait quoi, 3-4 degrés quoi, à peu près, donc assez compliqué, mais de toute façon faut se le dire, hein, c'est 200 microclimats sur l'île de la Réunion, donc à un moment tu vas avoir très chaud, à un moment tu vas avoir très froid, il y a des chances que tu te tapes de la pluie, que tu sois en plein cagnard, en pleine fournaise. Ce qui rend la course d'autant plus difficile. Ce qui rend la course d'autant plus difficile, hein, parce que forcément le corps du mal à accepter les variations de température, hein. En 4-5 heures de temps, tu peux avoir 30 degrés de variation, hein. C'est pour de vrai, hein. Ouais. Faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Donc ensuite on arrive, tu me disais, tu passes ce col des Bœufs, c'est ça? Ouais, exactement. On redescend à la plaine des Merles, donc là ça pataugeait énormément là, cette année. Et après on rejoint un sentier mythique pour re-rentrer dans Mafate, c'est ce qui s'appelle Sentier Scout, où là c'est une très longue descente. Pareil, ça il faut pas se faire avoir parce que elle est plutôt roulante, mais en même temps tu as des racines mal placées, des cailloux mal placés. La fatigue apparaît. Tu arrives quand même à une vingtaine d'heures de course, pas encore, pour moi j'en étais pas encore à une vingtaine d'heures, mais souvent oui, tu as même largement plus de 20 heures de course, donc tu peux vite te prendre les pieds dans le tapis, tomber, etc. Et puis ce qu'il y a, c'est que tu te dis bon allez, j'enquille au maximum, c'est plutôt roulant, mais le problème c'est que envoyer au niveau des quadrilles, etc., en fait tu manges tes quadrilles au fur et à mesure. Et il te reste encore énormément de choses, et je parle même pas de la fin, on va en reparler après, mais il te reste presque le plus dur en fait de la course. Donc, comme ils disent là-bas, tipa va au bout. Je pense que c'est pas usurpé. Alors après voilà, c'est ce que je te disais, ça dépend quel lièvre tu cours, comment tu es préparé. Tout à fait. Ok, moi j'ai fait 116e, c'est la course qui a fait que je me suis pris au jeu. J'ai pas eu de gros coups de moins bien comme j'avais eu l'année dernière. Bon, j'en étais pas trop mal sorti, j'avais fait 217e et 38 heures, ce qui était déjà très bien, mais j'ai pas eu de gros coups de mou comme la dernière fois, donc je suis, on va dire, arrivé assez rapidement dans le top 200. Donc tout ça fait que tu bascules dans... j'aurais été 500e, 600e, peut-être qu'à tel moment j'aurais dit bon allez, je me prends 20 minutes de plus, je me pose, etc. Là c'est je me pose, je me ravitaille, je me masse un petit peu les mollets, les cuisses et autres, et non, allez, je repars, je réenquille. Donc voilà, forcément le classement, le temps, etc. fait que je savais aussi à quoi m'attendre derrière, donc je savais qu'une fois passé telle ou telle étape, tiens, cette partie-là je l'aime bien, donc je vais pouvoir enquiller un peu plus. C'est l'expérience, hein, donc c'est vrai que ma deuxième diagonale m'a profité de ce point de vue-là, ça c'est certain. Donc on rentre dans Mafate, c'est voilà, ça? donc Sentier Scout, on arrive à Grand Place, là il commençait gentiment à faire nuit, Grand Place les bas, donc là on enchaîne 3 petites montées. Alors quand je dis petites montées, c'est assez étonnant parce que moi qui adore le dénivelé, le gros dénivelé, je suis plutôt quelqu'un qui aime ça. Là tu enchaînes 3 montées d'environ 100-150 mètres de dénivelé, qui paraît peu, mais ça commence à être assez épouvantable parce que tu es fatigué, ton corps réclame de t'arrêter, et c'est des montées très sèches en fait. T'as pas de bâton pour t'aider, très donc, pentu, voilà. Les mains sur les pentu, genoux, les mains sur les genoux, t'es plié en deux, donc au bout d'un moment le dos forcément il commence un petit peu à trinquer, d'où l'intérêt du renfort, du gainage et compagnie, on n'insistera jamais assez. Et ça c'est pareil, j'en parle, mais le gainage, le renfort et autres, c'est pas 12-15 semaines avant la diagonale qu'il faut commencer à faire ça. Là on est le 31 décembre, c'est maintenant. Ça jusqu'au mois de mars, il faut y aller. C'est du travail de longue haleine. Et pour faire une petite aparté sur le renfort, moi personnellement je suis adepte de petites 10-15 minutes. Si c'est pas tous les jours, ça va être une fois tous les 2 jours, peut-être tous les jours quand c'est en période spécifique.
Toi, tu le gères comme ça aussi? Je le fais comme ça, en fait. Moi, je me fais des séances de 15 à 20 minutes tous les 48 heures, on va dire, à peu près. Plutôt orienté 4 côtés gainage, Ouais, cuisses, la chaise, chaise, etc. En fait, ça dépend. Si je vais me faire une très grosse séance de ouais, dénivelé up and down, on est d'accord. avec 1500 de dénivelé positif, forcément, je vais pas aller me faire Des 20 squats minutes ou de des chaise ou fentes, de squat ouais, sauté ouais. derrière. Ça n'a Tu aucun vas choisir intérêt. plus des exercices de gainage. De gainage, etc. Si je vais faire une séance de VMA un mercredi, Pareil. et ben le lendemain, là j'ai fait de la vitesse, etc. Là je vais aller faire des squats Ouais. sautés, par exemple. Ouais. Enfin, essayer d'être un minimum structuré et intelligent dans son approche pour, Ok, parce que faut respecter son corps, hein, ni plus ni tout moins. à fait. Hein. Je te rejoins complètement. Je le dis souvent, on banalise de plus en plus maintenant un marathon. Qu'est-ce que c'est qu'un marathon? Un maratrail. Moi, je le vois pas comme une petite course. Non, t'as raison. Forcément, ça va se courir plus vite. Tu vas finir esquinté dans tous les cas. Ouais, faut pas banaliser en fait ce type d'effort. Et je pense que en ayant cette approche-là, ça permet de se préserver Exactement. Tu as raison. et de durer aussi, parce que combien on voit de personnes qui ont intrinsèquement sont très bons, etc., qui réalisent 2, 3, 4, 5 super courses, et puis finalement ont eu l'impression d'avoir tout fait, tout vu, etc. Et puis plus envie, plus la niaque. C'est ça. Et c'est dommage parce que des courses, il y en a Il y en des a dizaines, énormément. des centaines, des milliers, il y a largement de quoi faire. Hein, donc, On en revient sur notre course. On en était à... il commence à faire nuit, Ouais. on est à Grand Place. Grand Place. Donc on enchaîne trois Les trois petites fameuses montées piqûres qui- assez sèches. Voilà. On redescend dans le contrebas complet au niveau de la rivière des Galets dans Mafat. Et là on monte, là on a une montée qui est assez monumentale. Pour moi c'est la plus difficile parce qu'on Ok. est au 105e kilomètre. À cocher. La roche ancrée. La ça s'appelle. roche ancrée, exact. C'est un mur. C'est un mur Très pentu. très pentu. Il n'y a pas beaucoup de replats. Donc on part en direction de Roche Plate, qui est sur un plateau. On n'est pas forcément en altitude, parce qu'une fois passé le taille beat, qui est un petit peu plus de 2000 mètres d'altitude, en fait, finalement, on ne repasse plus les 2000 mètres d'altitude du tout. Donc, par rapport à des courses qu'on peut trouver Ouais. dans les Pyrénées, les Alpes ou autres, on va dire que la difficulté va pas forcément venir de l'altitude au niveau de la diagonale des Fous. On n'est jamais très très haut. Ça ne m'empêche pas, moi, fin septembre, de toujours faire un dernier bloc environ 3 semaines avant la course, partir notamment dans les Pyrénées, me faire quelques 3000 mètres ou autres. C'est toujours mieux d'arriver avec des globules oxygénés. On se sent beaucoup plus light dans les montées et sur les sentiers, donc c'est pas plus mal. Et cette montée, alors, combien elle fait de D+? Alors, elle Tu sais à peu près. fait entre 700 et 800 mètres de dénivelé, D'accord, ok. mais elle est vraiment très pentue, et c'est surtout que tu en as plein les bottes, quoi. Ouais. C'est surtout que tu en as plein les bottes. Il fait nuit noire. Tu vois... Oui, parce que de toute façon, je suis même en train de penser que quelqu'un qui est un petit peu plus loin en termes de classement, etc., la roche ancrée souvent se fait de nuit, hormis peut-être les premiers qui eux Ouais, passent 2 jours, bien où sûr. là c'est pareil, 2 jours ça doit être quelque chose aussi, parce qu'elle est extrêmement exposée, il n'y a pas un coin d'ombre. Et pour rejoindre Roche Plate, qui est donc beaucoup plus haut, Ouais, on voit les loupiottes, hein, ouais, c'est ça. et c'est Tu te dis, c'est tiens, interminable. il faut que je monte là-haut. C'est ouais, ça s'arrête jamais, interminable. quoi. Interminable. Pourtant, tu me connais, tu sais Ouais. que j'aime la difficulté, Ouais, etc. ouais. Quand je te dis que c'est dur, Ouais, c'est dur. j'imagine bien. Donc, on arrive à Roche Plate, ravitaillement, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent les couvertures de survie, qui essayent de dormir, parce que là, forcément, hein, on est dans la 2e nuit. Ouais, On commence à, je ne vais pas dire à ramasser du cadavre, et encore, moi j'étais dans les classements 100, 150, 200, donc on va dire que ça galope quand même pas mal à ce moment-là, mais déjà, mais t'as les premières défaillances. mais personne n'emmène large. Hein. Ouais, bien sûr. Tu peux pas emmener large sur une course comme ça. Tu peux en parler, j'en ai discuté avec lui 2 minutes avec Beignette Marmissol, Ouais. le vainqueur. Ouais. Même lui, hein, il est pas Ouais. dans le, il est pas
Oui. il est pas dans le bien total, hein, Personne n'est confiant. ça serre les dents, c'est clair. Et, mais tu te poses, le quart d'heure, 20 minutes que tu dois prendre, tu le prends. Surtout, s'alimenter. Moi, personnellement, les ravitaillements sur la Diagonale des Fous me suffisent sans aucun souci. C'est un peu un festival, en fait, Ouais. sur les ravitaillements. Ça pourrait presque être une grande marche gourmande. Ouais. J'exagère à peine. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a du sucré, il y a du salé. Salé très important sur Ouais. du très long. Des bouillons, parce que moi je sais que passer 50 km, en général, la mastication, etc., ça devient compliqué. Donc c'est beaucoup de bouillons salés. Et puis plus tu avances dans la course, plus tu commences à avoir des petits rougails, rougails saucisses, des faillots, enfin, je peux te dire que Poulet c'est aussi, je crois. du poulet, ouais, poulet grillé, etc. C'est quelque chose qui passe très très bien. Et puis ils sont vraiment Au petit soin. ouais, aux petits soins. Les bénévoles, c'est phénoménal, Super. c'est génial, c'est génial. Ouais. Donc là, on arrive à Donc on passe Roche-Plate, Roche-Plate, c'est ça. direction la Brèche. Donc c'est une montée qui se fait plutôt bien. Alors après c'est toujours pareil, le ressenti, tu vas en Ouais. parler avec quelqu'un, il va dire cet endroit il était épouvantable. Ouais. L'autre qui va dire ah non, moi je m'étais bien C'est retapé ça. la cerise à ce moment-là. Ouais. Là je vais pas dire que c'est la débandade, mais c'est un peu sauf qui peut, c'est Ouais. celui qui se sent le mieux qui avance. Ouais. On fait avec les moyens du moment. Voilà, et puis bon, bah, sur l'ultra, tu sais un petit peu comment ça se passe, hein. Hop, tu trouves un groupe de 3-4 personnes, à peu près niveau équivalent, ça a l'air d'aller, tu as besoin de t'accrocher, tu t'accroches au groupe. Ouais. Après, eux commencent à avoir des défaillances, toi tu es un petit peu mieux, et bah hop, C'est tu toi qui réenquilles. emmène. Voilà, ça se fait dans la bonne entente, et puis après, bon, on en reparlera après, le money time c'est autre chose. Après, quand je rentre dans le money Ouais. time, là il n'y a plus trop de copinage ou autre, c'est l'arrivée, et puis des fois, en fonction de l'état de forme, tu te remets des petits Ouais. challenges supplémentaires en te disant Ouais. je peux réussir à faire Ouais. un sub 40 heures, Ouais. sub 38 heures, etc. Bon, ça c'est le côté un petit peu compétiteur qui ressort. Donc après, tu arrives au point haut. C'est ça. Tu arrives donc à la Brèche, où la Brèche, normalement, historiquement, tu remontes le Maïdo, donc D'accord. l'ascension mythique de la Diagonale des Fous. Bon, sauf que là, le Maïdo n'est plus emprunté depuis 2 ans, étant donné qu'il y a eu un incendie il y a 3 ans. Ça a un petit peu fragilisé la végétation, etc. Donc il y a des chutes de pierres et compagnie. Ok. Donc le sentier est réouvert. Mais ils veulent plus faire passer 2500 personnes parce Ouais. qu'il y a des endroits qui faisaient 3 mètres de large, ils font plus qu'1 mètre 20, 1 mètre 30. Pour des raisons de sécurité. On est à plus de 100 km, Ouais. on est au plus de 110e kilomètre à éviter. On a vu ce qui s'est passé sur la PTL cette année, ce qui s'est passé l'année d'avant sur la TDS. sur la TDS. Avec TMD, ouais. Voilà, on va éviter ce genre de publicité. Et puis bon, même quand tout le monde peut rallier l'arrivée, c'est quand même l'intérêt, voilà, c'est de faire un trail et d'être finisher. Tout à fait. Donc là, une fois passé la Brèche, en fait, on enchaîne les 2 îlettes, îlette des Orangers, îlette des Lataniers. Donc je fais rapide, mais pareil, il faut avoir encore un petit peu de quadri parce que beaucoup de descentes, petites remontées, regrosses descentes, regrosses montées. Et puis toujours pareil, de la racine, de la caillasse. T'es toujours un peu sur des œufs, quoi. T'es jamais vraiment sur du plat de chez plat. C'est pas une autoroute. Ok. On est à la Diagonale des Fous, quoi. On est sur de la roche volcanique et on redescend les îlettes pour rejoindre Cayenne. Donc Cayenne à La Réunion, pas l'autre Cayenne. Ouais, c'est ça, en Guyane. En Guyane. Et là, on rejoint gentiment mais sûrement Debras, où là, on a un petit peu plus de plat pour pouvoir enchaîner. D'accord. Encore faut-il que les jambes aient envie de courir Bien sûr, encore. ouais. Tu passes la rivière des Galets, obligé de mettre les pieds dans l'eau.
Donc moi je sais que je prends toujours une paire de chaussures à 2 bras pour pouvoir avoir les pieds au sec, etc. Parce que tu n'as pas le choix, juste avant 2 bras, 5 km avant, tu es obligé de mettre les pieds dans l'eau en passant la rivière des Galets. Tu arrives à 2 bras, basse vie, où je prends une bonne demi-heure, où là, un bon plat, etc., se poser. Si besoin, il y a des ostéos, il y a des kinés, comme il y avait à Sillaos. On peut dormir. Alors là, on arrive à 40 km de l'arrivée. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Il reste environ 3000 mètres de dénivelé. Mais on peut faire un bon check-up de son état de santé, voilà, on peut de ce faire qui un reste. Bon check-up, exactement. Et de savoir si on va être finisher ou pas. Quoi. Et puis c'est surtout que devant toi se dresse la sortie de Mafat en passant par le mur de Dodane. Donc quand je dis le mur de Dodane, c'est vraiment un mur. C'est des échelles, des cordes. Là tu mets les mains. Ouais. Alors pour le coup là les bâtons tu vois, tu seras embêté avec tes bâtons, donc tu mets les mains, etc. 700 mètres de dénivelé à peu près, et puis t'es au 130e kilomètre, donc c'est la fatigue est là. Tu ressors du mur de Dodane. Là tu dois te taper 2 très belles descentes. Donc là, il vaut mieux, au niveau de la tête, s'il faut se poser un peu en haut du mur de Dodane, niveau coordination, etc. On en a déjà parlé. Chemin Ratino et chemin Cala, c'est assez immonde. En fait, alors moi j'aime bien cette partie-là, beaucoup ne l'aiment pas. C'est hyper pentu, un petit peu sablonneux, donc il suffit qu'il n'y ait pas plu. Alors il suffit qu'il pleuve, hyper glissant, mais il suffit qu'il n'y ait pas plu. Tu te retrouves dans de la poussière, etc., où tu vois pas trop où tu mets les pieds, et il y a des lianes. Alors moi j'adore, je passe de liane en liane, etc., parce que j'ai un regain d'énergie, et à ce moment-là, arrivé dans les 30 derniers kilomètres, c'est un peu, je rentre dans le money time, donc je sais pas, au niveau de mon cerveau ça doit se passer comme ça, hop, regain d'énergie, t'es à tel temps, etc., tu peux faire mieux que tant, t'es à tel classement, donc on va dire que c'est presque une deuxième course, je rentre dans une deuxième course qui fait que là le mal, je commence à l'oublier, etc., et puis c'est direction la possession, quoi, pour enquiller le mythique chemin des Anglais, qui est pas une mince affaire aussi, et puis en général j'arrive à la possession un petit peu juste avant le lever du soleil. Donc la possession, c'est le dernier ravitaillement, c'est ça? Non, c'est l'avant-avant-dernier ravitaillement. Tu arrives à la possession, dans une école, donc ravitaillement, etc. Tu repars, tu longes la voie rapide, là, la route du littoral, et après tu démarres le fameux chemin des Anglais, avec des grosses dalles, des gros pavés qui sont juxtaposés n'importe comment, tu sais pas où mettre les pieds, et puis c'est surtout que moi personnellement j'arrive à le passer à chaque fois au tout petit jour, ou alors le soleil a à peine pointé le bout de son nez, parce que si tu le fais à 10h, à midi, à 14h, tu es sur des plaques de cuisson en fait. C'est de la roche volcanique, donc tu as une chape de plomb au-dessus de la tête, tu as la chaleur qui ressort d'en bas, tu as une impression d'être sous 60 degrés, quoi, dans une cocotte minute en fait, tout simplement. C'est sympa. Voilà, donc je sais que j'essaye d'enquiller cette partie-là le plus vite possible pour le faire à la fraîche. Voilà, pour le faire à la fraîche. Alors, à la fraîche, ça reste la Réunion. Tu arrives au sommet du chemin des Anglais. Au sommet du chemin des Anglais, on redescend à la Grande Chaloupe. Pour l'avant-dernier ravitaillement. Et ensuite, enquiller la deuxième partie du chemin des Anglais, qui t'amène à donc une petite bourgade qui s'appelle Saint-Bernard. Et Saint-Bernard, dernière montée, où là tu prends, tu as un tout petit ravitaillement un peu sauvage, qui est à peine répertorié, où là tu montes le Colorado. Et on appelle ça le Colorado parce que la terre est rouge, c'est de la terre battue, rouge, etc. Qui monte jusqu'à la station météo, où là tu arrives au tout dernier ravitaillement, où il faut remettre le t-shirt pour ensuite enquiller la dernière descente de 5 km et 700 mètres de dénivelé négatif. On va revenir là-dessus, et puis tu vas nous montrer le fameux t-shirt de finisher et cette fameuse médaille. Si tu devais retenir la montée qui te semble la plus dure et la descente qui te semble la plus dure aussi, ce serait laquelle?
Parmi Alors, tout ça qui est extrêmement dur de toute façon. alors, la descente la plus dure, objectivement, ou la plus dure pour moi, musculairement? Celle que toi tu trouves la plus dure. Celle que je trouve la plus dure, la dernière, elle est extrêmement dure parce que tu serres les dents, il fait chaud, tu es fatigué. En même temps, tu entends le speaker, tu vois la Redoute en bas, le stade de la Délivrance. Et quand tu es là, tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que tu vas y arriver. Donc avant, je commence à avoir de plus en plus de mal à être objectif avec les descentes parce qu'avant, les 2 premières années, c'était un supplice. Ouais. J'étais pas assez gainé, j'avais très Ouais. mal, etc. Maintenant, j'adore les descentes. Je n'ai pas été doublé une seule fois dans une seule descente cette année. Donc, c'est vraiment une satisfaction énorme. bien sûr. Donc, mais intrinsèquement, la plus dure, je dirais quand même la descente direction Sillaos. Ok. Elle est dangereuse. On parle de 1200-1300 mètres de dénivelé négatif. Enfin, tu descends un pan de montagne Ouais. comme ça. Enfin, Ouais. En même temps, je l'aime bien aussi, mais Ouais. faut vraiment être préparé. Ça j'insiste lourdement là-dessus, mais il faut vraiment être préparé. Et la montée la plus difficile, il y en a plein, mais on va dire le cumul fatigue-difficulté, La Roche-Ancrée. Parce que La Roche-Ancrée, à un peu plus de 100 km, tu es extrêmement fatigué et elle fait vraiment très très mal. Il y aurait le Maïdo en pleine journée, peut-être que je dirais le Maïdo. Mais sinon, La Roche-Ancrée. Ouais. Ok. Un petit point rapide juste sur ton alimentation et ton hydratation, et puis après on va parler de cette fameuse descente qui t'emmène sur la ligne d'arrivée. On aura bouclé cette petite interview. Comment tu gères ton alimentation, ton hydratation? Tu fais attention à quoi le jour de la course? Ou tu fais pas attention à quoi? Tu fais des mélanges? Alors, de par ma comment tu gères petite ça. expérience en trail de montagne depuis 2018, j'ai rapidement compris que passer une cinquantaine de kilomètres, tout ce qui va être vraiment mastication, ce qu'on peut retrouver en fait sur les ravitaux, du style du jambon de pays, ce genre de choses, je vais le mâcher pour le recracher à la fin. Vraiment, je passe beaucoup plus sur du liquide. Des compotes, beaucoup de yop, il y avait des yop, ça hydrate énormément, c'est hyper digeste. C'est sucré en plus. C'est sucré. Parce que le sucre, c'est pareil, j'accepte de moins en moins le sucre, plus la course est longue, mais le yop par exemple passe très bien parce que ça hydrate aussi beaucoup. Après, les plats spécifiques qu'ils font sur la Diag, sur le Grand Raid de La Réunion, passent plutôt bien. Le riz, rougail, etc., ça passe plutôt bien. Les morceaux de poulet, le poulet est cuit comme il faut, donc ça se délite facilement. Tu n'es pas obligé de mastiquer longtemps, etc. Le tout, il faut que ce soit facile en fait. Parce que c'est pas compliqué. Ton sang est drainé à tes muscles. Donc ton estomac, en fait, il a quasiment plus rien, il est totalement délaissé. Le corps est bien fait à ce niveau-là. Pour que tu puisses être le plus endurant possible, la seule chose, pour pouvoir t'alimenter, il faut que ce soit le plus simple possible pour ton estomac. Donc c'est énormément de liquide, du sel, surtout quand il fait chaud, parce que tu peux te déshydrater très vite. Moi personnellement, j'ai toujours 2 flasques sur moi, une flasque d'eau plate et une flasque d'eau avec électrolyte dedans, pastilles d'électrolyte. Et en général, tous les quarts d'heure, 2 gorgées d'eau plate, 2 gorgées de... Et souvent, alors on nous demande d'avoir 1,5 litre, c'est important, notamment sur les endroits où il y a quand même une vingtaine de kilomètres entre 2 ravitaillements et les moments où il fait très chaud. Mais personnellement, j'ai mes 2 petites flasques de 250 ml que j'ai derrière, pas forcément remplies, mais par contre... Quand tu sais que tu as une grande portion, là je peux remplir. aller remettre 250 ml. Je suis pas forcément quelqu'un qui boit beaucoup. Il y en a, ils vont avoir besoin de 2 litres d'eau sur une section de 12 km. Après, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avec mes 500 ml d'eau claire d'un côté et mes 500 ml d'électrolyte de l'autre, je sais que ça se passe plutôt bien. Et le fait de boire de manière régulière, 2 gorgées d'un côté, 2 gorgées de l'autre ou autre, je le vois, les urines, etc. restent quand même plutôt claires et ça se passe bien. Ouais. Effectivement, c'est un bon moyen aussi de voir ça quand
on boit, on a le temps de... On s'arrête uriner sauvagement contre un arbre. Et là, on se dit, ah tiens, j'ai les urines qui ont foncé, c'est peut-être le moment que je pense à bien boire pour réhydrater un petit peu tout ça. Est-ce que tu arrives à un ravitaillement? Est-ce que tu te dis, j'en profite vraiment pour bien me réhydrater, peut-être plus que de raison pour repartir, ou tu le fais à la sensation? Non, je fais plus à la sensation. Je sais que d'aller boire, tu repars, tu as ton estomac qui est totalement saturé. Alors, tu tapes une grosse montée, tu vas être séché parce que tu vas avoir l'estomac complètement contracté. Déjà que tu es un peu plié en deux pour pousser sur tes genoux, tu n'as pas les bâtons, etc. Compliqué. Et alors encore pire, si tu pars en descente et que tu as l'estomac totalement plein de liquide, ça va balloter, etc. Sincèrement, vaut mieux répartir ça de manière régulière. La plus homogène possible. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je me prends toujours un verre ou deux de coca. Alors, le coca, c'est quelque chose dont je ne bois jamais. Mais sur les courses, ça fait un bien fou pour la tête. Et en même temps, je trouve, pour le corps. Alors, faut pas en abuser, c'est comme tout. Mais non, sur les ravitaillements, je suis plus sur boire des bouillons chauds, etc. Quand il fait froid, plus là-dessus. Mais pas m'empiffrer ou autre. Ou alors, si tu décides de manger un peu plus, eh ben, écoute, tu prends pas 10 minutes de ravitaillement, tu prends 20 ou 25 minutes. Et tu manges tranquillement. Faut pas lésiner là-dessus. Le temps que tu vas vouloir gagner d'un côté, tu vas le reperdre de l'autre. Tout à fait. Et le temps que tu as gagné sur ravitaillement, tu le vois, les gars qui réenquillent, surtout en début de course, très fort, tu les ramasses au fur et à mesure. On passe de nuit sur la diagonale, pour la plupart. À minima, de nuit. Comment tu gères cette fatigue? Alors, personnellement, je suis pas forcément un gros dormeur, mais je suis un bon dormeur. On va dire quand je me couche, au bout de 5 minutes à l'horizontale, je dors. Donc même si j'ai que 6 ou 7 heures de sommeil, ça va être 6 ou vraies heures de sommeil complètes, vraiment du sommeil réparateur. Donc c'est vrai qu'en arrivant sur la diagonale, je suis plutôt reposé. Pareil, je me fais pas un monde de cette course parce que j'y vais en me disant, je pense être préparé dans ma tête, j'en ai foncièrement envie, je pense être préparé musculairement, etc. au niveau physique. Donc le fait de ne pas me faire un monde de tout ça fait que j'arrive plutôt light au niveau de ma tête, et ça fait que la course se passe plutôt bien en fait. Là j'avais des temps de passage parce que je l'avais fait l'année dernière en me disant, bon, c'est juste à titre d'information, kilomètre 100, je suis à tant d'heures, kilomètre 120, je suis à tant d'heures, juste pour me situer. Mais j'étais absolument pas en train de me dire, il faut que à tant de kilomètres, tant d'heures, je sois là, puis là. En général, ça se passe pas bien. Enfin, en tout cas, pour moi, je fonctionne comme ça. Et je touche du bois, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et je pense que je continuerai dans cette même veine. Ok. Donc non, les 2 jours, les 2 nuits, pas dormi. Pas dormi. On n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Moi, j'adore la nuit. Je sais que mes yeux fatiguent pas forcément beaucoup la nuit. J'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de courses de nuit. J'ai peut-être cette chance-là. Ça fait donc, partie non, absolument pas envie de dormir. De la gestion de course. J'ai pas essayé cette année. J'avais essayé l'année dernière en me posant 2 fois 2 minutes. Mon corps m'a dit tout de suite, rouvre les yeux, repars, tu dormiras pas. Il y a le ronron, il y a du monde. Non, pas envie de dormir. Alors après, je serai sur 60 heures, peut-être que mon corps, arrivé à la 3e nuit, passer 2 nuits complètes, c'est sûr que quand tu es dans le chemin des Anglais, tu prends la descente, c'est un peu technique. Des fois, tu as les yeux qui scintillent un peu, etc. C'est normal, 2 nuits blanches. Pas d'hallucination? Non, pas plus que ça. Moi, je sais que je suis assez soumis à ce genre de choses. Mais non, pas d'hallucination, mais ouais, tu sens que c'est un peu lancinant, le cerveau est légèrement plus lent, etc. Mais pas trop de soucis à ce niveau-là, donc bon, tant mieux pour moi. Bon, on a, je pense, bien dégrossi tout le chantier là. Et parle-moi de cette dernière descente et l'arrivée sur la Redoute, quoi. Ah, ben, cette année, alors j'étais parti si possible pour essayer de faire dans les 38 heures ce que j'avais fait l'année dernière, mais avec 1000 mètres de dénivelé en plus et puis environ presque 8 km de plus. Donc je me suis dit, si j'arrive à faire 38 heures, c'est que je me suis largement amélioré.
Bon, la course s'est plutôt bien passée, voire extrêmement bien passée. Ouais, c'est ça. Je finis en 35 heures, donc c'est vrai qu'au départ, en approchant des derniers ravitaillements, c'est bon, je peux faire moins de 38 heures, puis moins de 37 heures, puis moins de 36 heures, et au final 35h40. Donc tout ça a fait que ça s'est boutiqué où accélère, et puis je me suis pris au jeu, hein. Je voyais en plus, on me disait t'es 180e, t'es 170e, t'es 100... Je me dis c'est pas vrai, top 150, c'est pas possible quoi, sur la diagonale des fous, j'y crois pas. Et en se prenant en jeu, on continue, et puis la course avance, et puis j'étais de plus en plus en mode compétition, alors que c'était pas un objectif absolu. Pour te dire, on arrive au Colorado, je mets mon t-shirt, il me bip en me disant, je sais plus, t'es 122e ou un truc comme ça, et le ravitaillement est à gauche. Ouais, d'accord. Hop, j'ai pris tout de suite à droite le sentier pour descendre. Je me suis même pas arrêté au ravitaillement. Il me disait, mais attends, il y a le ravitaillement. Je dis, non, là on est dans le money time. Je veux mettre moins de 36 heures. J'ai le top 120 dans les pattes. Hop, c'est parti. Donc, on enquillait la descente. Là, je t'avoue, les quadrilles criaient assez fort quand même. Ça sifflait quand même pas mal. Mais allez, on serre les dents. Qu'est-ce que c'est que 5 bornes, 700 mètres de dénivelé négatif, c'est terminé. Et puis, t'as le speaker, hein. C'était Robin Thomas en plus. Oui. Je l'entendais très bien. Je dis, c'est pas vrai, il y a Robin en bas, qui est bien connu dans le secteur pyrénéen, exactement. Et je dis, allez, un feu, hein, direction Robin, on va se faire la bise à l'arrivée, et puis récupérer la médaille de finisher. Ma petite femme qui m'attendait en bas. Au fur et à mesure, en fait, tu as la ville de Saint-Denis qui grossit forcément. Tu descends, c'est toujours aussi technique. Donc, la dernière descente est franchement technique, il faut y faire hyper attention quand même. Moi, il était 9h, il commençait à faire assez chaud. Oui, parce que 9h, le soleil est déjà levé depuis plus de 4 heures. Et puis le speaker, hein, tu entends le speaker de plus en plus. Tu commences à voir au fur et à mesure le stade de la Redoute qui se présente, qui grossit de plus en plus. Donc tu passes sous le pont Vincennes. T'as Patrick Montel qui fait des interviews maintenant, assez marrant, et puis le stade de la délivrance, hein, comme ils appellent ça. Tu fais le tour du stade? Tu fais un quart de tour. D'accord. Tu rentres dans le stade, et puis tu fais juste un petit quart de tour, et puis là clairement t'es en transe en fait. Les bruits sont exacerbés, les gens t'applaudissent de partout, ça te tape dans les mains, enfin t'es le héros quoi. Donc, on est tous héros. Et tu franchis la ligne. Tu franchis la ligne. Et alors? On te met autour du cou la petite médaille. La petite médaille qui est bien lourde. Qui est bien lourde, un beau ruban. Bien décoré. C'est ce que je t'expliquais une fois, une médaille, je cours pas après ça, mais c'est vrai que je trouve que ça laisse toujours des super beaux souvenirs. Elle a une saveur particulière, il faut aller la chercher. Elle est vraiment belle, Et puis alors, après, le t-shirt de finisher, c'est ça? Le fameux t-shirt de finisher. Il est particulièrement beau, là, celui-là en plus. Fait par Jace, qui est le graphiste, le graffeur, le graffeur de La Réunion, avec le fameux J'ai survécu. Avec le fameux J'ai survécu, Et les indications kilométriques qui sont dessus, 165 et 10 217, c'est ce que tu avais, toi? À 2 km près. Il y avait plus... pas mal, non, par contre, ils nous ont un peu eu au niveau du dénivelé. On était beaucoup plus aux alentours de 10 800. Hein. Ah, quand même, ça fait une sacrée différence. On approchait les 11 000. D'accord. Ça fait une sacrée différence. Voilà. Donc, une belle aventure à refaire. Écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça me fait vraiment... plaisir d'avoir partagé ça avec toi. C'est gentil, puis si ça peut aider. Et puis je suis sûr que vous aussi, vous avez passé un très bon moment en visionnant cette vidéo.
Je vous dis à bientôt sur les sentiers. On va continuer à se suivre, certainement à faire quelques courses avec Jérém et la Team Trail 17, les copains. Et puis en espérant que cela vous a aidé, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, éventuellement de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes dernières actus. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut.